Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Mode avion. Mode avion, let's go. On commence peut-être par une excuse parce qu'il n'y a pas eu de podcast le mois dernier, en mars 2024, non? Je sais pas. C'est vrai. Mais on n'avait pas fait fin février, l'autre Si, pour février. On s'excuse alors. On était en retard et là on en a juste annulé un, quoi. Il y a pas de... C'était trop dur de recaler le jour. Après, il était calé, mais on a eu des... Ouais, on a eu un imprévu technique personnel et ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, donc c'est pas grave. Ça n'empêche pas de faire un épisode pour avril 2024. Oui, le plus important c'est qu'on soit là. Exactement. Vous aurez 2 épisodes ce mois-ci. Alors peut-être pas justement, ça c'est dans les coulisses, mais en fait on en enregistre 2, mais le prochain il sera diffusé pour mai. Tu vois, c'est... Très bien, donc non, on ne va pas dire. Oui, donc en fait, on n'en parle pas. Mars annulé aussi. D'accord. Mais... on s'excuse. C'est un spoil. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer le Contrecast épisode 60. Allez, c'est parti. C'est parti. On rigole pas pendant le générique, c'est important. Après, les gens ils entendent, c'est chiant. Salut, c'est John Couscous, créateur et de nouveau animateur du Contrecast. Bienvenue à toi, cher auditorice, dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où on parle jeux vidéo, séries télé, jeux de société, livres, cinéma, romans graphiques, bref, on parle de tout et on en parle très souvent avec passion. Petite tradition, on fait un tour de table pour les voix que vous allez entendre aujourd'hui, avec celle qui est de retour après quelques mois d'absence due à l'arrivée d'une petite fille dont on devrait citer le prénom aujourd'hui. Bonjour Célia. Coucou. Ce générique m'avait manqué, je tenais à vous le dire. Oh, trop bien, Très ça fait contente plaisir. d'être de retour. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vous parle d'une BD qui met en avant des animaux qui tentent de survivre. Très bien. Hâte de savoir. On continue donc avec celle qui passe ses samedis soirs à faire des selfies, certes un peu floues, avec Zendaya. C'est pas moi, elle m'a regardé. Parce que moi je fais pas trop de selfies. On a fait un samedi dernier. Voilà. C'est vrai, c'était mon selfie le plus claqué. Et tu l'as dit sur la story, donc c'est bien. Bonjour Sarah, pardon, Ellie, excuse-moi, j'ai dit ton prénom. Oh, c'est pas grave. Bonjour, ça va? Et toi, comment ça va? Très bien. C'est une belle intro. Merci beaucoup. Je savais pas que c'est toi, donc c'est parfait. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais parler d'un K-drama, c'est pas la première fois, mais je vais faire le lien avec le manhwa d'origine, donc j'ai hâte de vous en parler. Eh ben, on a hâte de t'écouter, de nous en parler. Et on termine, donc celle qui conclut ce tour de table, avec une personne qui hésite encore à devenir rousse. Et oui. Voilà. J'hésite tout le temps avec les colos, je ne sais plus quoi faire. Ça m'a fait mon anecdote d'intro, donc c'est très bien. Et peut-être que la prochaine fois, je serai rousse autour de cette table. Et peut-être. Et peut-être pas. Et c'est très radiophonique, donc personne ne le saura. Exactement. C'est parfait. Je poste des photos sur Instagram. C'est vrai. Des selfies. Tu fais déjà ta promo alors qu'on n'a pas commencé. C'est parfait. Toujours. J'ai pas dit bonjour Eva, mais je pense qu'on t'a reconnu. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler d'un jeu, évidemment. Un très très bon jeu sur lequel j'ai passé mon tout dernier mois, Final Fantasy VII Rebirth. Très bien, j'ai hâte d'en parler parce que j'ai surtout très très peu joué. Donc, j'en parle juste après. D'ailleurs, peut-être si ça te va, on en parle maintenant. Oui. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Allez. Et du coup... Je peux parler l'intro ou ça se passe comment? Non, Il y a Lucas Jacques là. c'est abusé. Aucun souci. J'étais trop pressée d'en parler en fait. Non, mais je comprends, mais alors, j'ai encore plus honte maintenant du coup de le dire, mais c'est ce que j'ai écrit. Hein. J'ai honte, 3 petits points, j'ai honte, parce que j'ai préco l'édition Deluxe que j'ai reçue depuis sa sortie, que tu as même vu un peu plus tôt en venant à la maison. Et elle est encore sous blister, parce que j'ai préféré jouer à d'autres jeux avant de me lancer dans FF7 Rebirth. Heureusement, c'est tout l'inverse pour Eva qui fait des stories Instagram tout le temps pour dire j'ai hâte de rentrer ce soir pour jouer FF7. Donc il faut absolument que tu nous racontes ton aventure dans le jeu, quoi. Et là c'est à toi. Tu peux, oui. Alors oui, shame on you, hein. Mais bon, c'est pas grave. Après ce soir, tu vas lancer le jeu, ça c'est évident. Bien sûr, tout à fait. Oui. Voilà. Alors juste comme petite intro de mon côté, j'avais déjà parlé de Final Fantasy VII à l'épisode 53, donc sur mon crush pour Zach. Donc, c'était le titre de l'épisode. Quel beau prénom. Et oui, un très beau prénom. Donc qui était le FF7 Réunion, qui était le remaster de Crisis Core. Là aujourd'hui, je vais vous parler de FF7 Rebirth, qui est donc la suite directe de FF7 Remake, qui est le deuxième volet d'une trilogie. Donc voilà, il est sorti le 29 février dernier.
Et donc, je vous préviens, c'est une chronique garantie sans spoiler, donc il n'y aura pas de souci de Merci. ce côté-là. Voilà. Alors, faut savoir que j'attendais énormément ce jeu. Je pense que tous mes amis le savaient. Parce qu'ils m'ont littéralement offert la PS5 à mon anniversaire pour ce jeu. Donc voilà. Wow. Voilà, ils m'ont offert une carte cadeau pour pouvoir m'acheter ensuite le jeu derrière de mon côté. Donc trop heureuse. Voilà, juste par rapport à l'original, parce que Final Fantasy VII Rebirth et le remaster le remake de l'original qui était sorti en 97. 90, oui, c'est ça, en 97. Je suis née en 96, donc je n'ai pas joué à l'époque moi-même à Final Fantasy VII, mais j'ai des souvenirs de ma grande sœur qui y jouait. J'y ai pas joué directement, mais j'ai quand même des cutscenes. Elle n'y a pas joué à sa sortie, elle y a joué quand même quelques années plus tard. J'ai des souvenirs et je connais quand même l'histoire dans les grandes lignes. Et puis, entre-temps, j'avais lu pas mal de livres, etc. Donc, juste pour vous prévenir, je ne vais pas pouvoir faire de vrais comparatifs avec l'original. Si ce n'est que j'ai retenu quand même 2 points qui m'ont un peu marqué par rapport à l'original. Le premier, c'est que dans mes souvenirs en tout cas, les sujets de l'histoire m'avaient l'air quand même beaucoup plus graves. Au niveau de la façon dont c'était présenté, ça m'avait l'air beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. Alors que là, on a quand même une histoire où, oui, certes, c'est sombre, mais c'est un peu saucé à la Yakuza et Like a Dragon, si vous avez joué au jeu. Tout est un petit peu tourné, pas à la dérision, mais il y a beaucoup d'extravagance dans ce jeu. Et voilà, ça c'est une des premières choses qui m'a marquée. Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose que la plupart des gens savent, c'est qu'il y a certains pans de l'histoire qui sont différents par rapport à l'original. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut y jouer, mais voilà, au niveau de l'histoire, c'est quand même déjà un petit peu différent. Donc moi, je vais vraiment parler de Rebirth. À savoir que j'avais déjà beaucoup aimé Final Fantasy VII Remake, qui était sorti pendant le confinement en 2020. Et aujourd'hui, en comparaison, j'ai l'impression que Remake était presque un brouillon en fait, qui était un peu le test avant de jouer à Rebirth, parce que il me paraît tellement plus abouti Rebirth par rapport au Remake que je me dis mais en fait ouais, je me verrais pas aujourd'hui relancer Remake alors que j'ai Rebirth sous la main. Savoir que j'ai passé à peu près quasiment 80 heures de jeu avant de le terminer, et ce en privilégiant certaines quêtes annexes. Donc j'ai pas du tout fait toutes les quêtes annexes, j'ai pas du tout fait tous les boss, j'ai XP un petit peu, mais histoire d'aller en ligne droite parce que je tenais vraiment à le terminer pour pas me faire spoiler, et surtout parce que les gens me demandaient allez on sort, et j'ai dit non, il faut que je finisse ce jeu d'abord. Je voulais pas, donc voilà, j'ai vraiment passé le mois à la maison à jouer au jeu. C'était travail maison. Les seuls moments où je me permettais un petit peu de sortir, c'était pour aller à la salle de sport, mais j'avais ma gourde Final Fantasy avec Zach qui fait des squats dessus. Donc ça voilà, je restais dans le thème. Voilà. Et puis, oui, quand je parlais aussi alors, oui, je reviendrai là-dessus tout à l'heure par rapport aux quêtes annexes. Alors, pour cette chronique, je vais faire un peu comme ce que j'avais fait pour Final Fantasy VII Réunion. Je vais vous parler des points forts et des points faibles du jeu, selon moi. Comme ça, voilà, on évite de parler du scénario. Alors, pour les points forts, déjà, on a un casting de personnages pour moi qui est incroyable, mais vraiment au top. On a des interactions qui sont très riches entre les personnages, c'est attendrissant entre les membres de l'équipe. On peut choisir aussi, il y a des choix de dialogue qui sont assez impactants finalement au niveau alors pas de l'histoire, mais quand même, on a quand même des scènes qui vont être différentes en fonction de nos affinités avec certains personnages. D'ailleurs, quand on se balade à côté d'eux, on voit un petit émoticône au-dessus de leur tête, ça symbolise notre affinité avec. Plus ça va vers le bleu, plus on a une bonne affinité avec la personne. Et si on va vers le bleu qui brille de mille feux, on peut même débloquer un date intime qui est différent du date classique qu'on peut avoir avec un des personnages. Donc vraiment un casting au top. Voilà, pour moi les personnages c'est gros point fort du jeu. Ils ont vraiment chacun leur personnalité et puis on s'attache mine de rien. À savoir qu'il y a aussi un doublage que je trouve très très qualitatif pour du doublage FR. Moi j'ai joué en français, on peut choisir en japonais, en anglais, mais je trouve que les doublages ils sont toujours aussi bons. Bon, ça reste les mêmes doublages que le remake original, mais voilà, c'est très fort. Donc vraiment là-dessus, j'aime tous les persos. Enfin, vraiment, c'est très compliqué parce qu'on doit choisir dans nos équipes en fait 3 personnages au maximum, dépendant des chapitres. Mais globalement, c'est ça. Et à chaque fois, je ne sais pas qui choisir, quoi. C'est vraiment la difficulté. Et puis après, le jeu, il nous offre aussi la possibilité de il nous met en avant certains personnages à certains moments pour qu'on puisse vraiment jouer avec ces personnages-là. On a limite des chapitres dédiés à certains personnages pour vraiment exploiter au maximum le personnage, et ça, j'ai trouvé ça génial.
Au niveau des explorations et des quêtes annexes, donc comme je disais, les quêtes annexes pour moi, alors elles sont moins nombreuses que dans le remake, mais par contre je trouve qu'elles ont été mieux travaillées. Elles nous permettent vraiment d'explorer les zones en profondeur et surtout on vit des petites histoires secondaires qui sont assez engageantes, qui peuvent, voilà, ça contribue quand même à un monde qui est ouvert, plus vivant. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que contrairement au remake, là on a vraiment une grosse partie semi-monde ouvert, on va dire, parce on va avoir une partie couloir et puis on va avoir une partie quand même assez forte d'exploration que je trouve vraiment dingue. Les décors magnifiques, les zones sont incroyables, enfin, tout est extrêmement travaillé. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment moderne, qui est en son temps. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué en jouant. Je me suis dit, ok, là on est sur un jeu de 2024, on est sur un vrai bon jeu de Square assez abouti qui ne fait pas penser à un jeu de 2000-2006 comme on a pu le voir sur certains anciens jeux. Au niveau alors un autre point fort pour moi, ça va être tout ce qui va être la customisation et la synergie d'équipe. En fait, on a un système de matéria et de personnalisation au niveau des armes. Et ça nous permet une grande liberté dans la construction des personnages. À chaque fois qu'on va débloquer une arme ou qu'on va en acheter une, chaque arme, elle va avoir une compétence propre à elle qu'on peut acquérir, qu'on peut garder même en changeant d'arme après si on a réussi à l'utiliser suffisamment pour l'enregistrer en fait. Et du coup, en fait, moi, ce que je me suis amusée à faire, c'était vraiment chercher toutes les armes possibles et puis essayer d'apprendre toutes les compétences. Voilà, c'est ça, c'est récupérer les compétences et essayer de toutes les apprendre pour XP au max les persos et en même temps, après, garder la meilleure arme. Ce que je fais pas souvent, en général, dans les jeux, je prends juste l'arme la plus forte et puis peu importe les compétences qu'elle a. Mais là, il y a tellement d'attaques trop stylées dans chaque arme que je me sentais obligée d'acheter, mais sur tous les personnages en fait, de prendre tous les personnages et de tout tester avec eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très cool. Ça offre une expérience de combat qui est très diversifiée. Parce qu'en plus, en fonction de qui on aura dans nos équipes pendant les combats, ce sera aussi très, très différent au niveau de la stratégie, de comment on va venir à bout de tel ou tel boss. Enfin, c'est trop cool. C'est trop cool. Les mini-jeux. Alors, les mini-jeux, il y en a beaucoup dans Final Fantasy VII Rebirth. Mais moi, je les trouve très, très divertissants. On va avoir, par exemple, la possibilité de jouer du piano. On peut faire des abdos, on peut faire une course de chocobo. On a le jeu de stratégie Fort Condor qui était quand même déjà assez connu dans l'original. On a le jeu du stand de tir. On va avoir la fuite à moto comme on a pu la faire dans Remake. On a énormément de choix de jeux. Et on en a encore plus quand on arrive dans les villes de Costa del Sol ou quand on arrive à Gold Saucer où là c'est le chapitre propice au date, donc forcément plein de jeux à faire avec ta partenaire qui te regarde et qui te sauce. C'est bien, trop bien. Donc génial, franchement génial. En fait, quand on arrive dans une zone, on a 1 milliard de possibilités qui s'ouvrent d'un coup. Donc on peut passer 1 heure ou 2 heures à aller faire un mini-jeu alors que l'histoire principale, elle est juste 200 mètres plus loin et c'est juste incroyable. Plein de choses à faire. On a un système de combat par rapport au remake que je trouve amélioré aussi. Je le trouve un peu plus flexible. Il met davantage pour moi en valeur les actions synchronisées, parce qu'en fait on peut débloquer aussi des actions synchronisées avec les personnages pour lancer des attaques un peu spéciales. Et là il y en a beaucoup plus que dans le remake. Et voilà, moi vraiment je me suis éclatée à XP au max mes personnages, parce qu'en fait après on peut débloquer justement une espèce d'arborescence où en fait on utilise des points, je crois que ça s'appelle des points d'action, je sais plus exactement, qui nous permettent justement de débloquer les compétences synchronisées, etc. On a une mise en scène incroyable. Pour moi, tout est très stylé. On a des cinématiques qui sont très travaillées. C'est beau, c'est émouvant, c'est rigolo. Enfin, franchement, au niveau des émotions, on passe par un peu toute la palette des émotions possibles. Je vais pas en dire plus parce qu'en fait, ça risque de faire de spoiler, donc on va passer. Mais en tout cas, c'est vraiment je n'ai pas passé une seule scène en fait. Et même en y rejouant, parce que j'ai terminé le jeu et j'ai quand même relancé quelques chapitres, je ne repasse pas les scènes alors que je connais. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Un point fort aussi, ça va être les musiques. Pour moi, il y a des réarrangements, mais qui sont juste dingues. Alors, je connaissais déjà la plupart des musiques, parce que même si je n'ai pas joué à l'original, je connais très très bien la bande son du jeu. Magnifique. Il y a une des musiques qui m'a carrément fait verser une larme, c'est The Price of Freedom, le thème de Zack, qui est incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, à côté, j'ai pris mes places pour le concert de Final Fantasy VII Rebirth, tellement j'ai adoré les musiques.
Et un autre point fort du jeu, j'étais obligée de parler de Zach, encore une fois, parce que Zach, on le retrouve par intermittence dans le jeu, ça c'est génial, je ne peux pas en dire plus, mais c'est vraiment, il a une partie quand même assez importante dans le jeu, et ça, je trouve ça vraiment méga cool. Alors, pour les points faibles du jeu, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, voilà, il y en a un petit peu. Pour moi, alors, au niveau des quêtes annexes, comme je disais, il y en a un petit peu, il y en a quand même des sympathiques. Mais pour moi, il y en a certaines qui ne sont pas vraiment utiles dans l'histoire. On sent que parfois, ça veut combler un espèce de vide. Et je trouve que c'est vraiment pas nécessaire avec tout ce qu'on a à côté. Il n'y avait vraiment pas besoin de faire ça. Autant, il y a certaines quêtes annexes qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de débloquer faire monter l'affinité avec certains de nos partenaires, parce que c'est souvent des quêtes liées à leur histoire. Autant, il y en a d'autres, aller chercher des chatons pour les amener à la dame d'à côté qui garde des chats, je voyais pas trop l'intérêt, mais ça reste mignon. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'explorer des zones qu'on n'a pas forcément vues, parce que c'est pas des zones qu'on exploite dans l'histoire principale. Donc, c'est des zones un peu plus reculées, etc. Un des points faibles à mon goût, mon sens, mais que beaucoup mettront en point fort, pour moi, c'est le jeu Queen's Blood. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. C'est un jeu de cartes, mais qui est partout dans Final Fantasy VII Rebirth, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une zone, en fait, on va retrouver 3 joueurs assez professionnels de ce jeu de cartes, et c'est un jeu sur lequel je bloque complètement. Je n'arrive pas à comprendre le système de ce jeu. C'est un jeu pour moi de matheux, parce que c'est un jeu de cartes de stratégie, en fait, et je n'y arrive vraiment pas. Donc, c'est très frustrant parce qu'en fait, il est extrêmement présent dans le jeu. Et puis, ça m'a empêché de profiter, je trouve, de l'expérience à fond, notamment au chapitre de la croisière où, en fait, il y a littéralement tout un tournoi là-dessus. Et du coup, il est optionnel, mais quand même, on rate plein de scènes si on ne joue pas. Ça m'a un peu frustrée parce que j'étais un peu... j'avais envie de gagner, j'avais envie de réussir et non, j'y arrive pas. Et heureusement, globalement, il est presque toujours optionnel. Parfois, il était obligatoire de le faire. Et d'ailleurs, j'ai bloqué 1 ou 2 fois où j'ai dû appeler un ami en urgence en lui montrant ma télé en visio sur Insta. Aide-moi, s'il te plaît, je dois tirer quelle carte maintenant, etc. Donc, c'était drôle. Mais voilà, Queen's Blood, désolé, c'est pas pour moi. Mais il y a plein de gens qui vont y trouver leur compte. Et il y en a plein qui mettent ça en top 1 de jeux de cartes. Il y en a plein qui rêvent même d'avoir un jeu de cartes Queen's Blood en réel, ce qui serait une très bonne idée de stratégie de marketing de la part de Square, de le sortir en vrai jeu de cartes. Autre chose, alors, ou plutôt quelqu'un d'autre, et on a le personnage de Chadley. Alors, je ne sais pas si parmi vous avez déjà joué au remake, et si vous vous souvenez de ce personnage, Chadley, c'est un aspirant de la Shinra qui voit en nous un potentiel assistant de recherche. Autrement dit, c'est à nous de faire le sale boulot, en étudiant la faune de toute la zone. Dans le premier, c'était la faune de Midgar, et là, ça va être dans toutes les zones. En fait, il va nous demander d'aller récupérer des données d'exploration, d'aller explorer à fond la zone, et ce qui est très frustrant, alors on le voit tout le temps, il me fatigue, sa tête, elle me fatigue, et en plus, en fait, quand il parle, ça sort de la manette. Il n'y a que lui, avec lui, que ça fait ça. Donc, et il intervient des fois de manière complètement intempestive, de manière random, en plein jeu, pour nous dire hey, attention, ici, tu peux aller récupérer une information pour moi. Juste, des fois, on n'a pas envie. Et d'ailleurs, alors oui, il y a des matériels qui sont cool à récupérer à la clé, quand même, parce qu'on ne fait pas ça pour rien. Mais Chadley est un personnage qu'on voit vraiment partout. Enfin, il y a des blagues sur Twitter qui circulent, genre imagine ton meilleur ami, c'est Chadley depuis 1 mois, parce qu'il est tellement présent. Et j'ai même vu qu'il y avait des articles qui expliquaient littéralement comment ignorer ses appels. Je pense que je n'étais pas la seule à en avoir marre de le voir. Mais voilà, donc ça, on a Chadley. Et un dernier point faible, là aussi c'est discutable, alors c'est le scénario, mais j'entends par là que c'est Nomura qui s'en mêle. Donc Nomura, il est connu pour adorer laisser les fans faire des théories de dingue. Il est connu pour nous mindfucker le cerveau, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est un peu comme Kingdom Hearts en fait, finalement. Il joue un petit peu avec le joueur. Il nous laisse après sur une fin où, je ne dirai rien, mais il nous laisse sur une fin où on est obligé derrière d'aller regarder des milliards de vidéos explicatives pour comprendre ce qui s'est passé. C'est à la fois frustrant et à la fois c'est
une force aussi parce que ça nous donne évidemment envie d'arriver, d'attendre le troisième volet de la trilogie pour avoir le fin mot d'histoire. Mais voilà, c'est juste que des fois, on aime bien aussi avoir une histoire où on n'a pas besoin forcément d'aller chercher partout sur Internet pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et ça, c'est impossible avec Nomura. C'est juste impossible. En conclusion, alors moi, j'ai vraiment passé un mois chez moi depuis le 29 février, comme j'ai dit, j'ai pas bougé. J'ai refusé toutes les propositions de sortie, voilà, parce que je veux jouer à FF7. C'est pour moi, pour moi, c'est un des meilleurs sentiments que d'avoir un coup de cœur pareil pour un jeu. C'est-à-dire ce sentiment-là de se dire, après le travail, je vais rentrer pour jouer. Je rentre chez mes parents le week-end, mais je vais rentrer dès que je peux à la maison pour jouer, pour retrouver ma console et adorer ce moment, en fait. Pour moi, c'est un des sentiments que je souhaite à tout le monde, que ce soit sur ce jeu-là ou un autre. C'est un plaisir que voilà, je souhaite vraiment à tout le monde. Et ce moment aussi de vide, en fait, quand on termine le jeu et où on se dit, même si je le relance, ce ne sera pas pareil. Sachant que quand on le finit, de toute façon, on ne l'a pas vraiment fini parce qu'il y a plein de choses qui se débloquent encore. Mais voilà, le scénario est terminé en soi, donc les cinématiques, on les connaît, etc. Il y a quand même pas une cassure, mais presque. Et en fait, on s'est dit, ah ouais, je vais retourner dans la vie réelle. Et là, ça fait très bizarre. C'est un sentiment qui est très particulier de se dire, j'ai terminé un jeu sur lequel je suis depuis un mois, qui était dingue, qui m'a fait ressentir plein d'émotions. Et là, j'arrive au bout. Mais c'est pas grave parce que dans 2, 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas, on aura la fin. Donc c'est pas terminé. Le plaisir n'est pas 100% terminé et je pense que la dernière partie va être encore plus dingue. Mais c'est très bien parti pour. Donc voilà, en résumé, jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Vraiment. On va arrêter le podcast et je vais rentrer. Comme des questions. Hailey, est-ce que t'es FF toi un peu ou pas? Oui, mais j'avais pas fait celui-là ni le remake. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs de Rebirth. À tel point, je m'étais dit, bon, j'aimerais bien le commencer. Sauf qu'un ami m'avait dit, commence peut-être par Crisis Core si tu veux t'intéresser à Zack. Alors, c'est pas franchement nécessaire. Hein. Moi, j'aurais commencé d'abord le remake et quitte à vouloir remake Rebirth. Ouais. Et après, t'intéresser à Zack si tu veux creuser un peu sur le personnage pour redécouvrir un peu tout ce qui se passe. Parce qu'il est présent dans le jeu. Mais en soi, si tu commences par Crisis Core, qui est quand même un remaster d'un jeu PSP, j'en ai parlé dans l'épisode 53, tu pourras voir, tu pourras écouter, il y a plein de petits points quand même assez négatifs sur le jeu. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas un remake, quoi. Ça risque de peut-être te déchauffer de faire le remake et le rebirth qui n'ont rien à voir. Et est-ce que du coup, pas commencer par quelque chose qui est moins bien, puis aller crescendo? Pas forcément, parce qu'en fait, en soi, bon, tu peux aussi, mais c'est juste que c'est un petit volet, il dure quoi, 12-15 heures maximum, le réunion avec Zack. Mais déjà, je suis pas sûre que ça va t'apporter énormément, parce que oui, tu vas en savoir un peu plus sur son personnage, mais il y a aussi ce truc-là, et c'est quelque chose qu'on avait aussi avec les Kingdom Hearts à l'époque, c'est qu'on avait l'histoire principale, et après, on avait des volets qui nous en apprenaient plus sur les personnages un peu secondaire. Et c'était très bien aussi parce que du coup, on se dit, donc c'est pour ça qu'il s'est passé ça. Et je pense que ça peut très bien le faire aussi. Ok, je peux faire après oui, tranquillement. Pour moi, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, oui. Je pense que c'est un à côté, en fait. Tu peux le faire un peu à tout moment. Et pour le coup, comme tu dis, c'est un jeu PSP qui est joli. Hein. Mais niveau histoire, il est pas... Ouais. Okay. Remake, moi, ça m'a marqué de ouf. Donc, je pense que ce sera pareil. On verra. Ouais, c'est sûr. Ok, ça m'a donné envie de jouer dans tous les cas. Peut-être pas ce soir. Et Célia, toi, je sais que tu as déjà fait des concerts de FF, donc la musique, déjà, t'aimes bien? Bon, moi, la musique, évidemment. C'était le cadeau de mon copain pour la petite anecdote, et c'était incroyable. J'ai acheté d'ailleurs les 5 vinyles sur place. Pour vous dire à quel point... Voilà, je me souviens, tu m'as vu arriver avec mes 5 vinyles, t'as tout pris, j'ai tout pris. Vraiment, j'ai adoré. Donc oui, la musique, clairement, sur les FF, c'est un gros plus. Alors moi, je ne suis pas du tout une joueuse de FF. Je n'en ai fait qu'un seul, le 7. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ma petite fille s'appelle Iris. Voilà. Okay. Ce qui explique pourquoi je n'ai fait que celui-là d'ailleurs. Mais j'ai pris quand même le Rebirth aussi parce que ma fille s'appelle Iris. Je me suis dit, je peux quand même pas me permettre de pas acheter ce jeu-là. Donc, il est dans la bibliothèque. Je l'ai téléchargé la semaine dernière et je pense que je vais finir le jeu que je suis en train de faire actuellement et que je me lancerai dedans après parce que tu l'as très bien vendu. Ça donne vraiment très envie. Et j'ai vu passer vraiment des images. Il a l'air magnifique. Il est très beau. Ça donne vraiment très envie de se lancer dans l'aventure. Donc, voilà, avec tes petites infos en plus, je suis encore plus motivée. Ouais. J'en ai pas trop parlé pour pas trop en dire, mais et justement, je voulais pas non plus spoiler le prénom de ta fille. Mais il y a un gros focus en plus sur Iris dans ce jeu.
évidemment, par rapport à l'histoire originale. Voilà, et donc je pense que tu vas beaucoup aimer ce jeu. De toute façon, tout le monde connaît l'histoire d'origine du FF7, je pense, et c'est le truc attendu dans l'histoire, voir si ça se passe pareil ou différemment. Exactement. Moi, c'est justement ça, je dirais rien. Bah ouais, c'est pour ça, pas de spoil, mais c'est vraiment aussi un des trucs que j'attends en mode bon, est-ce que je vais avoir un deuxième trauma ou pas du tout, quoi. Je ne peux rien. Mais j'ai hâte de découvrir ça, justement. Ouais. Et alors moi qui suis pas, j'aime bien le personnage d'Aerys, mais j'ai toujours été team Tifa. Pour le coup, il y a ce jeu m'a vraiment attaché beaucoup plus à Aerys, parce que ça rentre vraiment dans son histoire, etc. Beaucoup plus sur son passé, tu peux l'incarner, enfin il y a plein de choses. J'en dis pas plus, mais vraiment je me suis attachée à cette petite. Alors que j'avais lu pas mal d'articles qui disaient que son personnage avait été vraiment davantage très travaillé, bien, exactement, exploité. Ça c'est chouette. J'ai évidemment plein de questions pour toi si tu avais terminé, Célia. J'ai terminé. Je pense que tu as envie d'y jouer comme moi, mais est-ce que du coup tu connais pas l'histoire originale, si ce n'est on va dire le parcours d'Aerys, mais est-ce que tu as quand même su quelles étaient les différences quand tu as joué, toi qui fais une expérience, un regard nouveau, je veux dire, un regard neuf, tu savais quand même que c'était différent ou pas, ou tu en as parlé avec d'autres gens, toi? Alors au niveau du remake, oui, je savais déjà. Ouais. Déjà dès le début, je savais, parce qu'il y avait quand même des changements au niveau du remake. Et au niveau de Rebirth, oui, il y a des changements où clairement, parce qu'en fait, même si j'y avais pas joué, j'avais quand même lu beaucoup de livres sur le sujet. J'avais même lu Ultima, FF7 et tout, et il y a un résumé de chapitre par chapitre, etc. Donc avec des petites images de chaque chapitre. Donc en fait, je la connaissais l'histoire, même si j'y avais pas joué directement. Et donc je sais qu'il y avait des différences, mais je peux pas parler point de vue expérience joueur en fait de ce que j'ai ressenti, parce que j'ai pas de souvenir là de ce côté-là. Mais oui, il y a des différences de scénario clair. Et j'avais noté une question pour permettre de dire Aerys, mais ça a été entre-temps. T'as un top 3 de persos que tu as aimé jouer? Alors Tifa, j'aime beaucoup Tifa. J'aime beaucoup jouer Barret. Attaque à distance, il est exceptionnel. Et en troisième perso, et j'aurais pas misé là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé jouer Yuffie. Yuffie, elle est un peu cheatée par contre, je trouve. mais j'ai beaucoup aimé la jouer. Aerys, elle est un peu plus... pas plus difficile à jouer, mais elle est alors très forte en magie, mais en défense, faut vraiment faire attention à elle parce qu'elle perd de la vie difficilement. Cloud, je trouve qu'il est pas... Enfin, c'est le classique, hein, Cloud, c'est pas... Voilà. Kate Sif était particulièrement étonnant. C'est-à-dire que dans l'original, j'avais aucun affect pour ce personnage, aucun affect complètement. Et ils ont réussi à en faire un personnage très très cool. Voilà, mais clairement, top 3, ça va être Tifa, Barret et Yuffie. Et au Gold Saucer, c'est quoi le jeu où tu as passé le plus de temps? Le Gold Saucer... J'espère que c'est pas un spoil, je prends le risque. Non, j'ai passé beaucoup de temps sur la course à la moto. Je vois, Parce que c'était dans le remake, il y avait un passage où Cloud il était avec Jessie d'ailleurs. Tout à fait. Et oui, j'aimais beaucoup ce jeu, mais après il y en a plein, il y a plein de jeux. Et God Saucer, c'est vraiment génial. Je pense que tu perds trop de temps. Enfin, tu peux perdre énormément de temps. Faire une soirée que dessus, quoi. Non, mais clairement, tu peux perdre une soirée sur un mini-jeu même, parce que tu as envie de monter, tu as envie de prendre. Et puis en plus, en fonction de tes résultats, ton partenaire pendant le date au Gold Saucer fait des commentaires différents. Donc c'est hyper drôle à voir. C'est très très sympa. Trop bien. En vrai, je suis ultra chaud de ouf et tu l'as vendu avec tellement d'émotion. Ça m'a fait chier de ne pas l'avoir lancé déjà. Je m'en veux, quoi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir parlé de FF7 Rebirth, donc qui est dispo comme tu as dit depuis le 29 février 2024, 60-70 € ou voire moins si vous avez des bons plans, en exclusivité sur PS5. En termes de contenu coréen, j'ai récemment terminé la saison 2 de 100% physique, mais c'est pas du tout ça dont Ellie va nous parler aujourd'hui, parce que tu vas encore nous parler d'un drama coréen avec Marry My Husband. Tout à fait. On t'écoute alors. Oh yes. Comme tu le disais, c'est pas mon premier coup d'essai de parler de K-drama sur le Contrecast. Souvenez-vous, si vous étiez là depuis le début, j'avais parlé de Crash Landing on You dans l'épisode 19 du Contrecast. Et cette fois-ci, en fait, je vais parler du phénomène un peu Marry My Husband, qui de base est un manhwa. Un manhwa / webtoon, c'est-à-dire, pour vous donner un peu plus de contexte, donc les manhwas sont les bandes dessinées coréennes. C'est l'équivalent du manga au Japon. Et parmi les manhwas les plus connus, on peut citer Soul Leveling, qui cartonne sur Crunchyroll d'ailleurs en ce moment. Et il y a aussi Tower of God. Mais revenons à Épouse mon mari en français, du coup, mais c'est Marry My Husband de Song So-jak. Donc ce manhwa date de 2021 et donc c'est aussi un webtoon, c'est-à-dire que c'est un manhwa disponible en ligne dont la lecture est aussi faite pour être lue sur un smartphone. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un webtoon. Et il est disponible sur la plateforme éponyme
dont l'application est disponible en France. Donc il y a beaucoup de webtoons. Je ne sais pas si ça vous arrive, alors c'est peut-être parce que j'étais targetée, mais moi sur Insta, j'ai plein de trucs de webtoons qui pop. Ça m'arrive aussi. TikTok n'arrête pas. Ils arrivent à te choper. Hein, ah oui, mais c'est fou. Et en plus, des fois, ils mettent juste le début, puis tu as envie de savoir la suite, c'est terrible. Donc en fait, My Husband, donc, le manhwa, a 68 chapitres terminés. Mais surtout, de quoi ça parle ? Alors, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Kang Ji-won, 37 ans. Et en fait, elle est atteinte, bon là c'est la partie un peu moins drôle, mais atteinte d'une phase terminale de son cancer. Et il lui reste plus que quelques mois à vivre. Du coup, elle était à l'hôpital. Et en fait, en voulant se rendre une dernière fois chez elle, elle meurt sous les coups de son mari qui l'a trompée avec sa meilleure amie. Ça fait beaucoup, hein. Mais bon, par miracle, parce qu'on est dans un manhwa, évidemment, elle se réveille 10 ans auparavant, à l'époque où elle n'était pas mariée à ce mari. Et par chance ou désarroi, elle va se retrouver en face de ceux qui l'ont entre guillemets torturée. Et surtout, elle va devoir faire face à leur hypocrisie, mais c'est sans compter cette très belle opportunité de pouvoir se venger et peut-être de leur filer les baffes qu'ils méritent. Alors, qui on a côté drama, coréen drama, parce que là, on revient sur le drama coréen, au niveau du casting. Alors, va falloir excuser mon coréen déplorable. Alors, l'actrice principale, c'est Park Min-young. Elle est connue pour avoir joué aux côtés de Lee Min-ho. Donc Lee Min-ho, c'est l'acteur très connu de Boys Before Flowers, le K-drama version coréenne de Hanayori Dango. Je vois qu'Eva se... Kiffe de ouf. Mon acteur préféré. Il est dans mon top 4 des acteurs, top 1 acteur coréen. Ah oui, mais il est très beau. Je l'aime d'amour. Et en fait, elle a joué aussi dans City Hunter, justement, à côté de Lee Min-ho. Et elle a joué aussi dans Gumiho. Donc, une autre actrice qui sera une antagoniste qui s'appelle Na In-woo. Il y a aussi plusieurs acteurs. Donc là, je vais définir les noms en coréen. Donc, il y a Lee In-kyung, Song Ha-yoon et Gong Min-young. Il faut savoir que pour celle-là, donc la dernière, donc Gong Min-young, en 2020, elle a remporté le prix de la mention spéciale de la meilleure actrice fantastique au 24e Festival international du film fantastique de Pucheon pour un film d'horreur qui est Zombie Crush. Donc c'est vraiment pas mal. Et alors là, c'est mon moment K-pop stan qui arrive. Il y a un acteur qui s'appelle Lee Gi-kwang et en fait, c'était donc avant, il y avait un groupe de K-pop qui s'appelait Beast et il était acteur, chanteur, danseur dans ce groupe-là et on le retrouve dans ce K-drama. Parfait, parce que moi, c'était mon préféré. Alors, du coup, là, je vous ai fait un rapide tour d'horizon des acteurs, mais je vais surtout parler des personnages. Donc, comme je vous disais, on a une jeune femme de 37 ans qui s'appelle Kang Ji-won. Donc, elle est plutôt ordinaire. Elle est employée chez UNK Food. Et c'est une acharnée du travail. C'est une nana qui tanque énormément tous les jours. Mais voilà, elle est mariée à un mari incompétent. Et surtout, elle est dans une famille, enfin une belle famille même, négligente. Et en fait, son papa elle a perdu son papa d'un cancer. Enfin, il était atteint d'un cancer. Donc, du coup, ce qui fait que, elle a elle a vraiment pas de chance. Du tout. Elle part avec une épine dans le pied dans la vie, on va dire. Et elle a son imbécile de mari, parce que, qui s'appelle Min-won, et qui est également directeur adjoint de cette équipe marketing dans laquelle elle fait partie, et aussi chez UK Food. Donc, la meilleure amie, la fameuse... la seule et unique amie de Ji-won d'ailleurs. Elle fait aussi partie de la même équipe marketing, donc ils sont tous les trois au travail. Ça vous met en place un peu le scénario. Et on a aussi, alors forcément, il fallait une personne qui aide cette Ji-won, qui est la personne de Ji-hook, qui est le responsable marketing, donc qui est un peu son boss. Et qui est responsable marketing et qui est de la plus grande aide pour cette Ji-won dans sa vengeance.
Et évidemment, ce qu'on ne sait pas après, enfin, elle ne le sait pas, mais il a un amour pour elle non partagé au début. Et autre personnage, sinon, comme vous savez, les Coréens sont friands des triangles amoureux. On a Eun-ho Baek, qui est en fait un ami de lycée de Ji-won, qui pour elle était son premier amour, mais est-ce que c'était partagé ? Ça, vous le saurez dans le drama. Alors, comme je disais, alors il y a avant de rentrer un peu dans l'analyse du K-drama, ce qui est assez marrant, c'est qu'entre le K-drama et le manhwa, ils ont quand même pris quelques libertés. C'est-à-dire que au tout début, on va dire, je veux dire les 10 premiers épisodes, on va dire que le manhwa a plutôt bien, le K-drama a plutôt bien suivi le manhwa. Puis après, c'est parti en freestyle. On a gardé quand même la trame principale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un dénouement. Mais voilà, on a ils sont partis sur une quête annexe, on va dire, sur l'ex qui revient, qui essaie de tout saboter, qui n'était pas du tout dans le manhwa. Donc on est là, on se dit, ça tire en longueur parce qu'ils auraient pu finir le drama sur presque 10 épisodes. Bon, ils ont décidé de continuer sur cette piste-là. Autre chose, c'est que par exemple, il y a des personnages qui avaient un métier dans le manhwa qui est différent un peu dans le K-drama, qui est le cas de l'ami de lycée qui tient un café, je crois. Et ils l'ont un peu fantasmé dans le K-drama. C'est un chef de restaurant étoilé. Voilà, ça fait très... oh là là, il est trop bien, il est parfait, il est beau. Bref. Ça fait très, très coréen, j'ai envie de vous dire. Et est-ce qu'il y avait d'autres grosses différences ? Non, je dirais que le dénouement, on est sur le même type de dénouement, mais sauf que dans le manhwa, on va dire qu'il y avait une scène qui devait se faire en prison, qui est totalement absent sur le K-drama, je pense pour des raisons peut-être d'éthique, parce qu'en fait, je crois que le manhwa, quand je l'avais lu, j'étais particulièrement dérangée par ce personnage de meilleur ami psychopathe, en me disant comment c'est possible d'écrire un personnage aussi taré. Moi, comment une personne peut être comme ça, en fait ? Ça frôle un peu la folie, quoi. Et je pense que c'était peut-être dur de retranscrire autant à l'écran, même si je trouve que celle qui incarne en fait le personnage de Sunmin, donc qui est la meilleure amie, incarne très très bien la meilleure amie, un peu jalouse, possessive, qui essaie de rabaisser, etc. etc. Du coup, au niveau des jeux d'acteurs, j'étais plutôt surpris par certains, et comme je disais, notamment par les antagonistes, à savoir Sunmin et Minwan, qui sont incarnés par Lee Ying-kyung et Song Ha-yoon, car ça fait très longtemps que j'ai rarement ressenti des sentiments aussi négatifs. Je pense que quand je regardais, j'avais envie... j'adorais, c'est pas que j'adorais, mais je les détestais, mais du plus profond de mon être. Je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas être aussi méchant avec quelqu'un. Et qui sont vraiment complètement psychopathes, et lui qui est carrément un peu violent, quoi. Donc ça fait beaucoup de red flags. Rappelons quand même que l'actrice qui joue Sunmin joue dans d'autres dramas comme Fight for My Way, où elle joue un rôle très très mignon, donc voilà, il faut pas non plus la détester pour de vrai. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est aussi que Ji-won, qui est incarné par la sublime Park Min-young, donc moi je comprends que Lee Min-ho il est craqué pour elle quand ils ont joué tous les deux dans City Hunter, parce que même moi j'étais là en disant voilà, on est là, ça fait du beau, c'est du baume au cœur, du baume aux yeux, tout ce que vous voulez. En plus il y a des scènes où elle arrive comme une queen, et là je fais queen, quoi, comme Zendaya un peu. Et en fait, il faut savoir que elle a perdu, l'actrice, beaucoup de poids pour incarner ce rôle, je crois 10 kilos. Donc même les fans sur internet ils s'inquiétaient parce qu'ils disaient on sait que tu veux incarner le rôle vraiment très très de manière très proche, mais de là à perdre autant de kilos, parce que comme je disais le personnage est atteint d'une phase terminale de cancer, donc c'était quand même très
c'était criant de vérité. Enfin, je veux dire, elle a vraiment beaucoup minci. Et par contre, on jubile sur le fait qu'elle s'en donne vraiment à cœur joie dans cette vengeance vraiment bien orchestrée. D'ailleurs, en parlant de vengeance, c'est aussi pour ça que j'aime bien aimer ce drama, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un film de vengeance, de drama de vengeance, sachant que moi, mon film coréen préféré all the time, c'est Old Boy. Et en fait, j'aimais bien ce côté, un personnage un petit peu maltraité, entre guillemets, qui reprend en main sur sa vie, qui fait une remontada magnifique sur sa vie comme un match de basket. Tu vois de ce que je parle. Pour moi, le scénario est plutôt pas mal. Donc, ça alterne habilement entre des temps morts, des coups bas, des déclarations d'amour, des flashbacks. Voilà, ce que chacun fait de ce qu'il veut de son temps. Comme je disais, c'est que l'arrivée de Lex n'était pas vraiment nécessaire au scénario, par contre. Et en fait, le duo diabolique Sunmin Minwan, incroyable. Et en fait, il m'a fait mal à la tête, dans le sens où je ne pensais pas que c'était possible d'être aussi méchant. On continue quand même tout le long du drama à se prendre au jeu et en priant qu'il y ait une happy end, évidemment. Après, il faut savoir que ce K-drama a eu quelques petites polémiques. Alors attention, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais juste vous dire que ce drama, il a été un peu éprouvé par quelques boycotts. C'est-à-dire que déjà, le premier boycott, la première polémique, c'était parce que Park Min-young, donc l'actrice, a été accusée d'avoir eu un soutien financier de son ex-petit ami escroc. Et en fait, vous savez, en Corée, dès que quelqu'un, entre guillemets, est dans la sauce, je me rappelle de Big Bang à l'époque, donc Big Bang, groupe coréen incroyable avant, boys band, qui a été dans la sauce dès qu'il y a un des membres du groupe qui a été complètement dans la sauce pour avoir fait des activités complètement illégales. Tout ça pour dire que voilà, dès que une personnalité est touchée par une histoire soit de meurtre, soit d'escroquerie ou de ce type de choses, qui est dans la sauce, tout de suite, Internet est en émoi et certains appellent au boycott. Et l'autre polémique, c'est en fait, alors dans le drama, on parle justement de nourriture halal. Et en fait, dans cette polémique, c'est autour de détails discriminants sur une gamme de produits que le personnage principal va lancer. Et en fait, il faut savoir que donc, quand elle va lancer cette gamme-là, la gamme ne va pas du tout marcher parce qu'elle a été mal accueillie et que les cours de l'action de la société a chuté. Et en fait, malheureusement, ça a été pris par d'autres personnes sur Internet, évidemment, comme étant hyper discriminant. Et c'est pour ça que d'autres personnes ont appelé au boycott de la série. Donc, je ne prends pas position. Ce que je veux dire, en bref, c'est que le drama, j'ai presque pas eu le temps de m'ennuyer. Parce que je trouve qu'il mêle très bien entre trahison, vengeance, amitié et romance, évidemment. On est bien dans un K-drama. Des scènes un peu hot. Waouh. En mode, oh là là, le bisou est arrivé. Très hot. Ouais, très très hot. Non, alors j'ai été hyper surprise. Vous rigolez, mais maintenant ils font des vrais bisous, mais ils se roulent des pelles. Mais non. Ils se roulent des pelles. J'étais très choquée. C'est très choquée. Ah ouais. C'est Peggy 7 maintenant. Ah non, c'est exactement. J'étais en mode, oh mon Dieu. Enfin, c'est quoi la prochaine étape ? Bientôt, ils vont nous faire ça en version élite. Merci Netflix. Tout ça pour dire que voilà, l'idée autour de la trahison, la vengeance, l'amitié, la romance, mais surtout l'idée d'une seconde chance et surtout de pouvoir se venger et de savoir ce qu'on va en faire de cette vengeance, ça j'ai adoré. Les acteurs sont très bons. L'histoire est plutôt intéressante. Après, voilà, on n'est pas sur une alchimie à la City Hunter, mais ça va, c'est plutôt bien. Voilà, donc l'histoire est plutôt belle et tendre. Et en fait, je peux que vous recommander, si vous aimez les K-dramas, de choisir ce drama. Donc voilà, il faut savoir que du coup, ce drama a été diffusé le 1er janvier 2024
jusqu'au 20 février. Enfin, le dernier épisode était le 20 février, je crois. Il est disponible sur Prime Video. Il y a 16 épisodes de 70 minutes. Et surtout, pour moi, il n'est pas nécessaire d'attendre un retour en arrière pour changer de vie et surtout pour devenir dingue des K-dramas. Allez, C'est beau. le petit message. Oh là là. Trop bien. Tu as répondu aux questions que je venais juste d'écrire, donc c'est parfait. Oh. Célia, est-ce que tu as entendu parler? Pas du tout. Alors, moi, il faut savoir que je regarde pas trop de K-drama. Je suis très film coréen, par contre, ça, j'adore. Mais on m'a toujours dit, le jour où tu te lances dans les K-dramas, tu ouvres la porte des enfers et c'est terminé, tu ne regarderas plus que ça. Oui. Donc, j'en rentre plein dans mes listes et je me dis... J'attends, j'ai d'autres séries à regarder avant de me lancer dedans, mais voilà, je vais en rajouter un autre sur ma liste Prime du coup, et j'avoue, je sais qu'il faut que je me lance dedans parce que je suis comme toi, j'adore l'histoire de vengeance, enfin, vraiment, il y a une satisfaction à avoir là-dedans. Je trouve que tu l'as super bien vendu aussi, ce soir j'ai un nouveau jeu à jouer, j'ai une nouvelle série à regarder exceptionnelle. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Exactement. Donc voilà, je pense que je vais me lancer dedans prochainement et on s'en parlera, je vais ouvrir la porte des enfers comme je disais, ce n'est pas grave. Et encore, toi, tu as de la chance parce que moi, j'attendais chaque semaine les deux épisodes de la semaine parce qu'ils étaient 2 épisodes par 2 épisodes et je crois que j'étais en mode mais c'est pas possible, ou alors je faisais exprès de pas regarder ou de regarder que la moitié ou de me dire que l'attente était un peu horrible pour moi, mais tu vois, au moins tu as tout le pack. Ils font tout ça aujourd'hui pour toutes les séries maintenant. Mais très bien, je vais rajouter ça à ma petite liste tout à l'heure. Et est-ce que tu regarderas d'abord The Office une fois de plus? Alors tu te moques, mais je me moque pas, je pose la question. à la saison 9, donc j'ai quasiment terminé. Et j'ai changé d'avis. Okay. Voilà. Alors, il m'aura fallu quand même 3 saisons, je ne vais pas mentir, pour vraiment rentrer dedans. Mais j'avoue, maintenant, je me tape des bonnes barres de rire. Je suis super attachée au personnage et je comprends l'engouement pour The Office. Voilà. Incroyable. Merci de m'avoir forcé à continuer. Trop bien. Je suis désolé, j'ai un peu hacké la chronique. Non, mais parce qu'en plus, moi aussi, je me suis mise à The Office et je suis à la 8. Bah, c'est génial. Donc voilà, je comprends. C'était pareil, il m'a fallu 3 saisons. Ah non, mais le début, il est c'est très dur il est compliqué. à démarrer. Et moi, on m'avait dit, tu verras à partir de la saison 2. J'ai fini la saison 2, j'ai dit, mais toujours pas. Et vraiment, saison 3, j'ai fait, allez, ok, là, je comprends le truc. Et j'avoue, c'est un chouette concept. Après, j'ai découvert en plein confinement, donc j'ai l'impression d'avoir des collègues aussi. Et je pense que ça, je pense que ça a joué un peu sur. Bref. Désolé, on revient à la chronique. Je crois que t'aimes bien, Eva, tout ce qui est Corée. C'est peu en général. C'est peu dire. Drama coréen, grande histoire d'amour, parce que j'ai littéralement passé mon adolescence sur tous les dramas possibles et inenvisageables. À l'époque, c'était sur Drama Passion. Je me rappelle que les épisodes étaient découpés en 8 parties et qu'on devait regarder une pub assez longue entre chaque partie, et j'étais déter. Et puis après, il y a eu le passage à Viki aussi, une application aussi où j'ai passé beaucoup de temps. J'adore Lee Min-ho. Je sais qu'il n'est pas dans ce drama, mais j'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Et je vois très bien l'actrice, alors je me souviens plus de son nom, mais l'actrice dans City Hunter, magnifique, incroyable. Donc j'ai entendu parler de Mary My Husband parce que j'ai un peu refilé cette passion pour la Corée à mes sœurs, et ma grande sœur mariée, qui a un enfant et qui ne travaille pas, passe sa vie sur les dramas tous les jours, tout le temps, et elle nous envoie tout le temps des vidéos, etc. Et elle m'avait parlé de Mary My Husband, elle m'avait montré le synopsis et tout, et ça m'avait grave intéressée. Je pense que clairement je cherchais quelque chose à regarder, je pense que je vais m'y mettre parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé de drama pour le coup. Pareil, j'ai regardé 100% physique, cinéma coréen, je regarde que ça aussi, j'adore, c'est ma catégorie de cinéma. Enfin, pour moi les films coréens, il y a pas mieux. Et c'est vrai que les dramas, ça fait très longtemps que je m'y suis pas mise, et là clairement c'est un des dramas qui m'intéressait beaucoup déjà. Donc là tu m'as convaincue de m'y mettre. Bah, moi aussi ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de K-drama, mais en fait j'avais vu histoire de vengeance, une nana qui reprend le pouvoir, c'est une queen, c'est bon, vous m'avez eu. C'est clair. Je pense qu'il faudra que je teste, c'est pas du tout mon univers, mais c'est vrai que si c'est un bon premier K-drama pour tester, je sais pas ce que t'en penses. Oui, je pense que c'est plutôt pas mal pour un bon premier K-drama. Ok, écoute, j'essaierai. En tout cas, merci de nous avoir parlé de Mary My Husband, donc 16 épisodes dispo, comme tu l'as dit, depuis le début 2024, par, j'espère bien le prononcer, Song So-jak, et sur Prime Video. Tout à fait. Merci beaucoup. Dans un précédent épisode, tu nous avais déjà parlé de BD avec des animaux, dont un chat pour principal protagoniste. Et aujourd'hui, tu vas nouveau nous parler de jolies planches et de monde animalier. Donc, en attendant ta chronique sur le zoo de Beauval, est-ce que tu peux nous présenter le château des animaux ?
Très belle introduction. Oui, j'avais parlé de Black Sat dans, je crois que c'était ma 2e chronique. On va finir par croire que j'adore les animaux anthropomorphes. Et bien sûr, tous les liens de vos anciens podcasts, j'ai l'impression que c'est un épisode remastered un peu, mais c'est dans la description, hein, bien sûr. Oui, du coup, aujourd'hui, moi, je vous parle de la BD Le Château des Animaux. Du coup, c'est une série de BD franco-belge et surtout, c'est une série dystopique. Alors, pour les fans de dystopie, vous avez sûrement déjà entendu parler de George Orwell, 1984, qui est un de mes livres préférés et d'ailleurs qui a été aussi qui est sorti en film aussi quelques années après, quelques années. Mais là, ça s'inspire en fait du roman La ferme des animaux. Alors, je ne vais pas trop pouvoir vous faire un comparatif par rapport à ce livre-là, parce que je l'ai lu, mais je crois que j'étais au collège ou au lycée, donc c'est un lointain souvenir, contrairement à 1984 que j'ai relu assez régulièrement. Mais j'ai quand même regardé un petit peu des avis et j'ai vu que ça collait quand même plutôt bien à l'histoire. Donc, je pense que si vous avez vraiment aimé La ferme des animaux, ça vaut le coup de vous lancer dans la BD. Du coup, cette BD, elle est scénarisée par Xavier Dorisson, j'espère que je le dis bien, et dessinée par Félix Delep. Pour le moment, il y a 3 volumes. Du coup, moi, j'ai acheté les 3 d'un coup. Alors, vous savez comment je fonctionne, moi, maintenant. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je regarde une couverture. Oh là là, ça me plaît. J'ouvre le livre. OK, c'est super beau. Allez, hop, j'achète tout. Voilà, c'est assez terrible. Donc, j'ai pris les 3 volumes en même temps. Il y a un 4e qui est prévu. Il n'y a pas encore de date de sortie donnée. Mais comme le 3e est sorti en 2022, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Et pour info, ce sera le dernier. Donc, voilà, du coup, c'est ça aussi qui est bien. Si vous voulez commencer une petite collection de BD, il n'y aura que 4 albums. Donc ça se fait plutôt bien. Je vous lis le synopsis. Quelque part en France, durant l'entre-deux-guerres et au plus profond d'une forêt, se trouve une ferme reconvertie en château. Abandonné des hommes, avec un grand H, ce dernier est désormais dirigé par les animaux. Loin d'être libres tel qu'ils se l'étaient imaginé, ces derniers travaillent dur jour et nuit sous le commandement du président autoproclamé Silvio, un énorme taureau, et secondé par sa milice de chiens qui n'hésite pas à instaurer la peur afin de maintenir les animaux sous leur contrôle. Dans ce climat lourd et menaçant, Miss Bangalore, une petite chatte, essaie du mieux qu'elle peut d'élever et de protéger ses 2 chatons. Jusqu'au jour où apparaît Azélar, un rat saltimbanque porteur de sagesse, qui dans sa générosité va insuffler de l'espoir à Miss B, qui va alors, en compagnie d'un lapin charmeur nommé César, monter petit à petit un mouvement de résistance. Ce mouvement de résistance, cependant, aura un point d'honneur. C'est une révolte qui se fera sans violence, par la désobéissance et par le rire. Voilà, donc les bases sont posées, vous l'avez compris, de la dictature, de la survie, des grosses différences de richesse, mais tout ça porté quand même par beaucoup d'espoir, de la détermination et surtout, moi j'aime bien cette idée de révolte qui tente de se faire en tout cas sans violence. Du coup, je vous l'ai dit en intro, moi, ce qui m'a vraiment marqué, attiré l'œil, déjà, c'est les couvertures. Je suis tombée sur la première et en fait, si vous vous intéressez, si vous êtes un peu curieux et que vous allez la regarder, faut savoir que vraiment, le trait est super fin, super délicat. C'est des couleurs qui sont très sobres, mais ça va attirer l'œil parce que justement, la première couverture, en fait, on a justement ce gros taureau, Silvio, qui prend, je pense, les 3/4 de la page. Donc il est très sombre, très noir, vraiment on voit que lui. Et en fait, tout devant, on voit cette petite chatte dont je vous ai parlé, une petite chatte blanche, donc elle qui vraiment prend peut-être 3% de la page. Et en fait, juste avec ces 2 images, ces 2 animaux qui se confrontent, du coup, on ressent déjà énormément de force, de détermination. On ressent vraiment que l'histoire va apporter des messages quand même forts et assez lourds. Et vraiment, moi, ça m'a clairement... ça a attisé ma curiosité, quoi. Je me suis dit, waouh, en plus du fait que ce soit beau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même vraiment d'intéressant là-dedans. Et je l'ai ouvert avant de savoir justement que c'était inspiré de La ferme des animaux d'Orwell. Donc j'ouvre l'intérieur du livre et surtout ce que j'ai aimé, ce qui n'est pas le cas de toutes les BD, c'est que l'intérieur du livre au niveau du dessin et du trait correspond à la couverture. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur une couverture super belle et qui m'attire et en fait j'ouvre et à l'intérieur ça correspond pas du tout. Et souvent du coup moi ça me fait un peu un effet de douche froide et j'ai tendance à pas forcément m'intéresser plus et à reposer parce que vraiment je trouve que au-delà du scénario, une BD en fait si le dessin plaît pas, on va avoir du mal à rentrer dedans. Et du coup, ça c'est super chouette, c'est que vraiment l'intérieur correspond complètement en termes de patte graphique à ce qu'on peut retrouver sur les couvertures. Donc voilà, du coup, j'ai pris les 3 comme je vous l'ai dit, et en plus, le fait d'avoir vu que c'était inspiré d'Orwell, que c'était dystopique, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je me suis pas mis le nez dans un récit un peu déprimant entre guillemets et un peu dur, donc pourquoi pas.
Du coup, au niveau du dessin, ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'ils ont, pour moi, réussi à faire, en fait, réussir à faire passer des messages et des images parfois vraiment très violentes, parce qu'on se parle quand même de meurtre, d'assassinat. Enfin, c'est pas tout joyeux, tout beau. Et en même temps, il y a encore une fois, comme je disais, ce dessin qui est très doux, en fait. Donc, on va avoir des scènes qui sont quand même parfois un peu choquantes, mais c'est vraiment dessiné avec douceur. Donc, du coup, le propos, je trouve, est en fait renforcé par cette douceur-là. On se dit, waouh, en fait, voilà, cette planche est super belle de loin. Et en fait, quand on se met le nez dedans, on se rend compte que c'est pas si drôle. Et je trouve que ça change justement des BD où voilà, on va avoir des couleurs très sombres avec du sang partout, où dès le début, en fait, on sait un peu à quoi on va s'attendre, quoi. Là, c'est assez surprenant. Pour vous donner un petit peu d'exemples, on a souvent quand même, je trouve, des couleurs qui reviennent qui sont plutôt du ton noir, marron, blanc. Et parfois, on va avoir vraiment des taches de couleurs, notamment par exemple le jaune. Je ne vous le dis pas pourquoi, mais qui représente en fait une marguerite qui est très très symbolique dans l'histoire. Et justement, ce jaune sur ces planches un peu noires et blanches, on voit énormément ça. Parfois, on a des petites taches de rouge qui vont représenter le sang. Donc pareil, ça ressort énormément. Et ça renforce vraiment ce message et cette envie en fait, de faire passer des mots forts tout simplement à travers le dessin. Voilà donc pour la partie surtout dessin qui pour moi vraiment est le gros point fort au-delà du scénario de cette BD. Je vais vous parler aussi rapidement des personnages vraiment au global. Donc voilà, comme j'ai dit du coup c'est des animaux, mais que ce soit à la fois dans le scénario ou dans le dessin, en fait vraiment le côté humain est super bien retranscrit, j'ai trouvé. Moi, ça m'est arrivé parfois, pas d'oublier que c'était des animaux, mais vraiment de me dire, en fait, ils agissent et ils réagissent de la même manière que peuvent réagir les humains. Et ça, c'est un truc assez intéressant. Je trouve pas toujours très facile, forcément, à mettre en scène. Je sais qu'il y a quand même pas mal de BD, de mangas, je crois, qui existent pour le côté anthropomorphe. Et c'est vrai que c'est pas simple, en tout cas pour moi, je trouve, de faire passer des émotions, des ressentis humains, déjà dans le dessin, et encore plus quand on met en scène des animaux. Et là, donc tu en parlais justement au début, John, le côté... je trouve que c'est très bien réussi, ça m'a fait penser à Black Sad, justement, parce que Black Sad, pareil, je ne sais pas si vous les avez lus, mais je trouve qu'ils ont aussi très très bien réussi à retranscrire les émotions humaines. Et dans le Château des Animaux, vraiment, j'ai trouvé que c'était aussi très très fort. Voilà, donc il y a des expressions, les émotions, les sentiments qui sont vraiment très bien retranscrits. C'est vraiment très réussi. Il n'y a pas de côté caricatural, par exemple, ou ridicule. Enfin, vraiment, le propos est là, on le comprend rapidement. Il y a pas de moquerie. C'est vraiment très, très bien mis en scène. Je trouve que les personnages, vraiment tous, sonnent justes, sonnent vrais. Enfin, voilà, on a du coup, par exemple, ce gros taureau qui s'est autoproclamé président, qui est juste là, qui sort limite pas de sa tour en fait, et qui donne un peu des ordres à droite à gauche. On a cette milice de chiens notamment, donc leur chef qui est complètement... on se demande comment il a atterri là, parce qu'en gros il est bon qu'à mordre à droite à gauche, il a pas vraiment d'esprit en fait, il sait pas trop ce qu'il fait là. Enfin, en gros il sait qu'il est chef de la milice, mais il est bon qu'à attaquer et répondre aux ordres sans vraiment trop réfléchir. On a, comme je vous le disais, je vous en parlerai un peu plus après, mais cette petite chatte qui à la base paye pas trop de mine, au final qui va se retrouver un peu à la tête de cette révolte. Enfin, voilà, il y a vraiment un panel de personnages différents, ce qui est chouette parce que du coup il y en a forcément qui nous parlent un peu plus que d'autres et on peut s'attacher à certains plus qu'à d'autres. Mais tous en tout cas sonnent vraiment vrais, quoi. Ça pourrait être en fait des scènes ou même des situations réelles dans la vie de tous les jours, quoi, au final. Et d'ailleurs c'est peut-être le cas dans d'autres pays, je ne sais pas. Voilà, donc du coup, au niveau des personnages, je vous spoil pas, mais je vais juste mettre un peu en avant les deux qui vraiment pour moi portent cette BD. C'est les deux d'ailleurs personnages principaux. Donc c'est Miss Bengalore, dont je vous parlais juste avant, et César. Donc Miss B, c'est une petite chatte blanche qui est veuve et qui est mère de 2 chatons. Donc elle, vraiment, quand on la découvre, on se rend compte qu'en fait, elle a récupéré, entre guillemets, le métier de son mari qui est décédé. Donc elle doit porter des pierres très lourdes pour construire un château. Donc c'est très difficile parce qu'elle est toute frêle, toute fragile. Mais elle est obligée de nourrir ses 2 petits chatons. Donc elle le fait sans vraiment
trop faire parler d'elle. Elle est assez timide, elle est assez réservée. Voilà, elle se lève le matin, elle fait son travail, elle rentre le soir, quoi. En gros, voilà. Et pourtant, c'est assez étonnant, mais la décision de mener une résistance va au final venir d'elle. Et ça fait suite en fait à la mort violente et injuste d'une de ses très proches amies, une oie qui s'appelle Marguerite. Donc si vous vous rappelez du symbole de la Marguerite dont je vous ai parlé avant, vous comprenez, entre guillemets, sans vous spoiler, pourquoi justement c'est quelque chose d'assez important dans l'histoire. Donc moi du coup, pourquoi j'ai vraiment aimé ce personnage, déjà justement comme je le disais, parce qu'elle va se retrouver un peu à la tête de cette révolte malgré elle. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'elle souhaite en fait vraiment la mener sans violence. Donc du coup, l'idée qu'elle essaye en tout cas de mettre en place avec parfois des réussites ou non, ça va être d'essayer de ridiculiser par exemple l'oppresseur, d'essayer de désobéir, voilà, mais de manière assez fine et intelligente pour que jamais on vienne leur reprocher derrière d'avoir mal fait les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans cette BD, c'est que parfois, ils se retrouvent en face d'une situation et là, on se dit, mais en fait, ils vont jamais pouvoir trouver de solution pour s'en sortir là sans avoir recours à la violence, c'est pas possible. Et si, en fait, ils trouvent quelque chose. Et souvent, je tournais la page et je me disais, oh, mais c'est tellement smart d'avoir réagi comme ça, mais c'est génial. Et du coup, il y a vraiment aussi ce truc de, oh là là, tiens, j'ai envie de savoir comment ils vont s'en sortir après et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer en fait pour aller plus loin, pour trouver d'autres solutions, d'autres idées plus intelligentes les unes que les autres. Et c'est plutôt bien réussi. Et d'ailleurs, de souvenir, dans La ferme des animaux d'Orwell, c'était un petit peu ça quand même. C'était pas mal poussé de ce côté-là. Du coup, pour revenir à Miss B, donc elle, elle a déjà, même sans cette histoire de révolte, elle a déjà plein de problèmes. Donc elle a ses chatons à s'occuper. Elle vit dans un logis qui est vraiment insalubre, tout petit. Ils sont tous les trois dedans. Voilà, comme je vous le disais, elle a un boulot qui est vraiment très difficile. Et du coup, elle, sa grosse hantise, en fait, c'est de ne pas pouvoir apporter assez de nourriture pour nourrir ses petits chatons. Et donc, malgré ça, en fait, elle se rajoute quand même cette histoire de révolte sur les épaules. Mais c'est vraiment un personnage qui est, j'allais dire humain, c'est un chat, mais humain entre guillemets, parce que même avec toute cette misère en fait sur ses épaules, elle l'aide quand même énormément autour d'elle, et surtout elle va se découvrir en fait une force qu'elle pensait pas avoir tout simplement. Et ça c'est vraiment très chouette. Et j'ai une petite anecdote que j'ai trouvée très cool sur ce personnage-là. Donc à la base, Félix Delep, qui est le dessinateur, voulait la faire tigrée. Pour rappel, elle est toute blanche. Et le scénariste, en fait, lui a demandé de finalement la faire toute blanche, parce qu'il avait envie de montrer sa pureté, mais aussi que les épreuves qu'elle traverse s'imprègnent sur son pelage. Donc justement, pour le côté, par exemple, si elle se blesse, du coup, son pelage sera un peu plus abîmé. Peut-être qu'elle pourra saigner, ce genre de choses. Voilà. Et c'est vrai que pour en revenir justement à ce côté dessin, c'est parfois des taches de couleur qui vont pas mal ressortir. Du coup, le fait qu'elle soit blanche, ça fait ressortir encore davantage ce côté pureté, mais qui part entre guillemets un peu au combat, quoi. Voilà. Donc c'est une petite anecdote que je trouvais assez mignonne. Et du coup, je voulais vous parler, ce sera un peu plus rapide parce que c'est un personnage principal, mais secondaire par rapport à elle. C'est César. Donc, alors lui, c'est un lapin gigolo. Oui, vous avez bien entendu. Il y a un lapin gigolo dans cette histoire. Alors, pour la petite blague, au début, j'avais pas très bien compris parce qu'en gros, il vit dans une sorte de petite boîte. Et on voit une petite queue de lapine, enfin avec pas mal de petites lapines qui font la queue devant. Et donc moi je regardais, je dis tiens c'est bizarre, il est peut-être conseillé, peut-être psy, j'en sais rien. Et il m'a fallu quand même, je pense, 5-6 pages avant de me dire oui d'accord, ils ont fait ça en fait au final, très bien. Donc voilà, je ne vous spoil pas, mais comme ça vous saurez si vous lancez dans la BD. César est gigolo. Et lui, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que au début, vraiment, c'est un personnage, on le voit que comme ça. Donc, on se dit, lui, il est dans son petit carton, il fait sa popote toute la journée. Et puis, je sais pas trop à quel moment il va être très intéressant dans l'histoire. Et en fait, il devient vraiment un ami fidèle de Miss B, notamment quand elle se lance dans cette révolte. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'en fait, il apporte vraiment la touche d'humour un peu nécessaire et qui fait un peu de bien, on va dire, dans cette BD. Parce que, comme je disais, ça reste des thèmes assez lourds. Et ça fait du bien d'avoir un peu ces réponses un peu ironiques, un peu du tac au tac de temps en temps, qui permettent de, entre guillemets, mettre un peu de baume au cœur et un peu de donner un peu de légèreté, en fait, à ce ton-là, qui est vraiment très, très lourd. Donc, je trouve que c'est un duo qui fonctionne très, très bien et qui, d'ailleurs, porte complètement, comme je le disais au début, l'histoire. Je vous ai
pas beaucoup parlé du scénario, parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous spoiler, surtout j'ai envie de vous laisser découvrir ça par vous-même et vous faire votre propre idée. Tout ce que je peux dire quand même un peu plus généralement, c'est que moi en tout cas j'ai trouvé qu'il était très bien ficelé. C'est un scénario qui est très bien amené. Il y a un fil rouge qui est vraiment super intéressant et assez fluide en fait. Enfin, voilà, il y a des belles surprises. On devine pas tout à l'avance. Ça, c'est quelque chose qui est chouette aussi. Mais ça se suit bien. Il n'y a pas d'incohérence. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, oula, ils sont partis où là? Pas du tout. On a vraiment l'impression, comme je disais, de vivre la vie de certains humains. Enfin, ça pourrait être quelque chose qui se passe en fait complètement dans notre société. D'ailleurs, c'est des sujets de société qui sont mis en avant dedans. Je vous l'ai dit, la dictature. Il y a l'oppression du peuple, avec notamment cette milice de chiens en fait, et ces animaux qui sont esclavagés. On va pas se mentir, complètement. Voilà, chacun a son rôle particulier à jouer, mais pour certains, c'est vraiment du travail très très difficile. Il y a des écarts de richesse. Donc voilà, on va voir par exemple ce gros taureau qui est avec ses vaches, qui a sa grosse médaille, qui boit du champagne, et à côté cette petite chatte qui a du mal à ramener un tout petit peu de lait pour ses chatons. Enfin voilà, c'est assez parlant et assez dur. Il y a de l'injustice, il y a de la corruption, enfin voilà. C'est des sujets qui sont forts, des sujets de société, mais qui sont vraiment amenés de la bonne manière, j'ai trouvé ça, et qui sont justes surtout. Donc c'est une BD pour moi qui énerve parce que voilà, parfois on se dit mais ça c'est pas possible d'être en capacité de faire vivre aux autres humains des choses pareilles en se regardant encore dans le miroir, on va dire. Ça rend triste parce que voilà, comme je vous le disais aussi, il y a des passages vraiment durs, il y a des personnages qui malheureusement disparaissent, mais ça fait aussi partie de l'histoire et ça renforce justement ce côté révolte. Ça fait réfléchir, ça ouvre les yeux. C'est vraiment une BD, je trouve, qui se lit très facilement, assez rapidement, mais qui laisse une trace. Et ça, c'est important, je pense, à mettre en avant. C'est une histoire qui est vraiment, vraiment très intéressante. Il y a une psychologie, vraiment des personnages qui, j'ai trouvé en tout cas, pour la plupart, bien développés. Enfin, je me souviens pas, à un moment donné, m'être dit ce personnage-là n'a pas d'utilité, ou celui-là, je trouve qu'il apporte pas grand-chose à l'histoire, ou alors son évolution elle est un peu particulière. Non, je trouve que forcément il y en a certains qu'on voit plus que d'autres, mais ils ont tous leur place, ils ont tous quelque chose à apporter en fait dans l'histoire générale, et ça c'est plutôt chouette. Voilà, moi j'ai été vachement immergée dans cet univers, j'ai trouvé ça super intéressant et très intriguant, ce côté château abandonné par les hommes et des animaux qui se retrouvent en fait à la place et qui font en fait le travail d'humain tout simplement, même malgré toute cette différence et cette oppression et tous les sujets dont je vous ai déjà parlé avant. Mais j'ai passé un bon moment et surtout j'ai hâte que le 4e sorte parce que le 3e se termine sur... comme d'habitude, ils sont très forts pour ça, mais un passage en gros un peu qui nous fait en fait nous interroger, mais surtout nous demander ce qui va se passer par la suite. Très curieuse de la suite, mais je vous conseille Le Château des Animaux. C'est beau, c'est intriguant, ça, comme je disais, ça fait réfléchir. Et si vous avez encore de la place dans votre bibliothèque, ça fait 4 albums à ajouter dedans, ça prend pas énormément de place. Merci, tu m'as eu avec une phrase que j'ai notée, c'est image violente mais dessin doux. Je sais pas, ce contraste me donne envie rien que sur ça, quoi. De ton côté, Eva. Ah, ça. Je crois que tu connaissais déjà. Hein. Non, alors je connaissais pas. Je connaissais pas du tout Le Château des Animaux. Mais par contre, vous connaissez ma passion pour les BD, vous connaissez ma passion pour les animaux et les sujets sociétaux et les sujets politiques aussi. Et franchement, tu m'as complètement eu. Hein. J'ai pas de place dans la bibliothèque, c'est le seul problème. Mais je vais trouver une solution, mais je vais clairement l'acheter. Clairement, c'est tout ce que je peux te prêter les miens si tu veux, avec grand plaisir. Écoute, franchement, non, mais je vais les acheter parce que j'ai envie que ça tourne aussi chez moi. J'ai envie de pouvoir partager ça. J'ai juste une question. C'est peut-être une question un peu bête, mais est-ce que les personnages, on a l'impression du coup que c'est des humains dans leur façon de fonctionner, de réfléchir, etc. Ou est-ce que quand même, par rapport à le fait que ce soit un chat, par exemple, je sais pas, elle a une vue particulière. Enfin, est-ce que les caractéristiques des animaux, on les ressent dans leur façon de... Je sais pas si la question est claire. Si, complètement. Alors moi, j'ai pas trouvé. Okay. Alors, on a quand même ce côté animaux, par exemple, plus que Black Sad, là où ils vont pas être habillés, par exemple. Là, au Black Sad, ils se tiennent debout, ils sont habillés, je sais pas, ils prennent du café, ils fument des cigares, voilà. Là, c'est vraiment quand même des animaux. Donc, ils marchent à 4 pattes, pour ceux qui marchent à 4 pattes, ils volent pour les oiseaux, par exemple, ce genre de choses. Maintenant,
En gros, chacun va avoir potentiellement un travail qui correspond à sa caractéristique. Donc, si c'est un oiseau, peut-être qu'il va avoir plutôt un job pour lequel le fait de voler va être important. Mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant, ou en tout cas auquel ils se sont intéressés dans la BD. La preuve, ce que je vous disais, c'est que par exemple, la petite chatte, en fait, elle est toute frêle, toute menue, et elle se retrouve à tirer des grosses pierres bien lourdes en fait pour construire un château. Ça normalement on se dit que c'est peut-être plutôt un travail pour un âne ou un animal un peu plus solide entre guillemets. Donc non, c'est pas quelque chose en tout cas que moi j'ai ressenti dedans. D'où aussi ce côté, il y a la partie des riches entre guillemets, des oppresseurs, et puis les autres, vous êtes bons qu'à faire ce travail, et puis vous faites le travail que je vous donne, et peu importe en fait comment vous vous en sortez derrière, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'en gros ma tour soit construite à la fin de l'hiver, quoi. Voilà. Okay. C'est un peu l'idée principale. Ok, donc il y a pas vraiment il s'explique pas vraiment pourquoi le personnage principal c'est le chat, enfin c'est un chat, ou pourquoi est-ce que celui-là c'est un lapin. C'est vraiment non, ça c'est un parti plutôt aléatoire en fait, quoi. je pense, complètement de la part du scénariste et du dessinateur. Et je me souviens que dans Black Sad, pour le coup, c'était quelque chose qui est bien mis en avant, c'est que chaque animal a une caractéristique qui apporte quelque chose dans la bande dessinée. C'est pas le cas ici pour le coup. D'accord. Ok, merci. Très bien. Ellie? Écoute, tu l'as extrêmement bien vendu. Je suis une férue j'adore tout ce qui est dystopique. Et tu parlais tout à l'heure de manga. En fait, ça me fait rappeler Beastars, qui est génial. Qui est génial. Et en fait, j'aime bien aussi le pendant qui est un peu... je sais plus le nom. The Promised Neverland, qui est l'inverse, où on a l'impression d'être du gibier. Et j'aime beaucoup ces parallèles en fait entre humains et animaux, et de se dire que en fait on est à ça de finalement switcher. C'est bien de pouvoir via des dessins ou des situations, de se dire en fait que ce soit humain ou animaux, des fois face à une réalité on peut réagir pareil. Et surtout que là, qui est super intéressant, c'est voir l'aspect pacifique. Ça m'a tout de suite plu, parce que je me suis dit, on va dire que c'est assez intéressant de voir des animaux qui sont bien plus pacifiques que des humains. Et rien que ça, ça m'a... J'ai hâte. Du coup, c'est 4 tomes. C'est ça. Il y en a 3 qui sont sortis là. Okay. Le 4e, on ne sait pas encore quand. Ok. En tout cas, j'ai pas trouvé l'info. Moi non plus. Mais ce sera le dernier. Et ce sera le dernier, c'est ça. Après, c'est la volonté de base de Miss Bangalore d'avoir justement une révolte comme ça. Elle va plus ou moins réussir en fonction des situations. Voilà. Parfois, ça va malheureusement, je ne vous spoil pas, mais un peu la dépasser. Mais en tout cas, c'est la volonté de base. Et vraiment, vous me direz si vous le lisez, mais il y a certaines actions qui sont mises en place qui sont toutes simples, mais en fait, qui fonctionnent super bien derrière, quoi. Voilà. Et c'est des gros tomes ? Non, pas du tout. Okay. Non. Ouais, c'est fin. Vraiment BD un peu basique, Astérix, Tintin. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas du Timothée. C'est pas de l'or Olympus. Voilà, exactement. Okay. Mais comme tu dis, je trouve que c'est assez intelligent cette façon d'aborder les choses, le côté pacifique. Ça me chauffe bien, quoi. Quelques petites questions, évidemment. Tu parlais de Miss B, de César. Il n'y a pas de cheddar dans la BD? Non. Ok. Ah là là, cheddar, non, personne ne pourra jamais détrôner César. Cheddar, pardon. Et comme tu dis, c'est hyper compliqué, je trouve. Enfin, ils avaient dit à la base, c'est entre 2018 et 2022 ou un truc comme ça. Et au final, c'était prévu, je crois. Et au final, 2022, c'est le 3e tome sur 4. En revanche, il y a un truc que j'ai trouvé en cherchant la date du dernier, que je n'ai pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas que des BD, mais il y a aussi des gazettes en plus. Oui. Alors, je ne sais pas si tu les as lues un peu. Non, je ne les ai pas lues du tout. En fait, j'ai découvert ça justement en faisant ma chronique, parce que j'étais pas du tout tombée dessus. Donc apparemment, en fait, c'est des sortes de gazettes un peu comme des petits journaux qui font pas beaucoup de pages, il me semble, et qui donnent en fait des informations supplémentaires sur les personnages, sur, entre guillemets, comment ça se passe au château, etc. Mais j'avoue, je me suis pas intéressée plus que ça à cette partie-là, parce que je les ai pas du tout lues. Alors, je crois que c'est une dizaine à lire, et après, je sais pas si c'est disponible en physique ou qu'en démat, enfin, je sais pas, mais ça doit pouvoir se trouver en tout cas. Je verrais bien un jeu de plateau sur ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être, hein. Je sais pas, j'y vais, j'essaie. Eh bien, c'est parti, on lance le Kickstarter. En tout cas, merci Célia de nous avoir parlé de la BD Le Château des Animaux, qui a commencé en 2018, qui est composé de 4 tomes, dont le dernier n'est pas encore disponible, avec les gazettes associées. Et donc, c'est scénarisé par Xavier Dorison et dessiné par Félix Delep.
Après les chroniques, on va donc parler, on va pas parler justement parce que c'est les sujets dont on ne parle pas. Et comme vous le savez depuis, il me semble, un épisode désormais. Alors moi c'est dommage parce que je vous aurais bien parlé du jeu vidéo Promenade que je trouve ouf. J'ai un énorme coup de cœur pour ce jeu qui a été fait par les Français de Holycap. C'est un jeu de plateforme en 2D, mais qui reprend pas mal de codes qu'on a vus dans les jeux en 3D. Il y a beaucoup de références. J'en cite Céleste, c'est peut-être la référence 2D que j'ai trouvée, mais il y a du Banjo-Kazooie, je trouve. Il y a du Mario 64, le fait d'aller faire des objectifs. C'est des niveaux qui sont à plat, du coup, parce que c'est en 2D. Alors, le concept de base, j'en parle pas, mais c'est un ascenseur qu'on doit grimper. Il faut le réparer pour qu'il puisse aller plus haut. En fait, on est juste mécanicien, si on résume. Et en vrai, c'est vraiment trop cool parce que c'est plein de petites missions à faire, à réussir. C'est très mignon, c'est ultra coloré. C'est vraiment trop feel good. Et pourtant, c'est assez challengeant. C'est loin d'être un jeu facile. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, mais j'ai évidemment envie d'aller jusqu'au bout avec tous les petits rouages à trouver et le platine, etc. Et je pense que c'est ultra chaud. Il y a un speedrun à faire en moins de 2h30, mais bon, c'est pas la peine que j'en parle. C'est dommage, c'est pas une chronique. Célia, est-ce qu'il y a un truc dont tu n'as pas envie de nous parler ? Moi, j'ai pas du tout envie de vous parler du jeu de société Obscurio, auquel je n'ai pas joué au ski au mois de février. Tu peux dire que tu as joué, mais t'en parles pas. Non, je n'y ai pas joué, c'est pour ça. Ah, d'accord, je parle pas d'ailleurs. Du coup, je vous en parle rapidement, pardon. Non, t'en parles pas. J'en parle pas. Je n'en parle pas rapidement, du coup. Et du coup, si je n'en parle pas rapidement, est-ce que je dois en parler longtemps ou pas ? C'est une chronique. Ouais, c'est chiant. Du coup, si je devais résumer Obscurio en 4 mots, c'est Mysterium avec un traître. Voilà, en gros. Okay. Donc, je vous explique rapidement. En gros, vous vous retrouvez, ça peut jouer jusqu'à 8 joueurs, pardon. Vous vous retrouvez enfermé dans une bibliothèque. Et en gros, il y a un maître du jeu qui a un grimoire qui doit vous faire deviner en fait, les cartes qu'il a en main. Grâce à des petits indices. Ce qui est trop cool dans ce jeu, c'est qu'il y a un côté mystérieux avec les cartes un petit peu supernaturelles, quoi. Ça part un peu dans tous les sens, il y a plein de couleurs. Et du coup, l'idée, c'est de montrer 2 petits indices sur ce grimoire-là qui permettront aux joueurs de trouver la bonne carte parmi les autres qui sont posées sur le plateau. Mais comme je disais juste avant, parmi les joueurs, il y a un traître. Et donc ce traître-là, son but, c'est que les autres joueurs ne trouvent pas la bonne carte. Et donc pour ça, il aura notamment un rôle, c'est s'il le souhaite, de pouvoir rajouter des fausses cartes parmi ces cartes pour fausser en fait les pistes tout simplement. Donc par exemple, j'en sais rien, si le grimoire montre un lion en indice, lui si sur une des cartes qui peut montrer il y a un gros lion, paf, il peut la choisir et dire aux joueurs, oh là là, regardez, là il y a un lion, je vous propose qu'on aille là-dessus et qu'on vote pour cette carte-là, etc. Donc c'est très très cool. Y a aussi un côté un peu challengeant pour ce grimoire, justement, ce maître du jeu, parce que à chaque nouveau tour, en fait, il pioche des pièges. Donc du coup, ça peut justement devenir plus compliqué pour lui pour montrer des indices et faire deviner la bonne carte aux autres joueurs. Donc voilà, il y a un côté challengeant un peu pour tout le monde. Il y a un côté très coopératif. Moi, j'aime vraiment beaucoup les jeux de société coopératifs, donc ça, c'est cool. Et surtout, ce qui est cool avec le rôle du traître, c'est pas toujours des rôles très faciles. Et en fait, il y a 2 phases de jeu. Et en gros, dans la première phase de jeu, même si vous avez deviné qui est le traître, vous n'en parlez pas. Donc ça, c'est cool parce qu'il peut continuer, en fait, lui, à essayer de brouiller un peu les pistes sans qu'on dise « Ah, c'est toi le traître, du coup, je te crois pas ». Et donc ça, c'est vraiment assez cool parce que c'est un rôle, comme je disais, qui n'est pas toujours facile et qui a été bien pensé pour ce jeu. Donc voilà, je ne vous parle pas d'Obscurio et j'arrête tout de suite, du coup, puisque je ne connais pas bien ce jeu. C'est bien dommage. Ellie, de quoi tu nous parles pas aujourd'hui ? Je ne vais pas vous parler de ma commande du passeport guide ultime. Je ne sais pas si vous aimez manger, peut-être pas. C'est pour le boulot, comme on dit. Exactement. En gros, j'ai commandé du coup décembre dernier un passeport guide ultime. Donc c'est un petit passeport qui permet de goûter 21 spécialités dans Paris gratuitement. La commande c'était à 55 €, mais après il faut savoir que donc c'est 21 spécialités, donc ça peut être une entrée, un bubble tea, un dessert. Donc j'ai testé des fluffy pancakes. Incroyable. C'était trop marrant parce que je les ai bougés comme ça bouge comme un flan. Et je sais pas, j'ai fait une story, je me suis auto fait rire sur la story. Il y a du libanais, il y avait des hamburgers, des burgers caribéens incroyables. Et aussi, en fait, je suis vachement sortie de ma zone de confort en termes de plats, parce qu'il y avait même un restaurant qui s'appelle Sénégalette, qui est un mélange de... C'est comme si vous aviez dans votre crêpe bretonne un mafé. J'ai kiffé le nom déjà.
Trop bien. Donc voilà, et après en fait, moi ce que j'aime bien c'est que c'est déjà goûter plein de spécialités dans Paris et voir proche Paris parce que ça va jusqu'à même Montreuil, Bagnolet je crois, qui sont vraiment un peu des cuisines du monde. Et en plus, c'est vrai que quand on arrive et qu'on dit on a le passeport, il dit ok d'accord, on arrive, on ne paye rien. Et j'étais en mode wow, c'est donc ça les influenceurs. Et je laisse quand même un petit commentaire parce que je sais que c'est un peu dur le monde de la restauration. Mais c'est vraiment trop cool. Il y a même, parce que je suis assez rodée sur la cuisine asiatique, il y avait un resto qui s'appelait le Kung Fu Pâté, qui est juste en face du Shin Ramen. Grosse surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, c'est des bons plats qui font 13 € en moyenne. Donc voilà, comme je le disais, au bout de 5, on a rentabilisé. Et franchement, on peut faire même entrée, plat, dessert. Voilà, mais évidemment, je ne vous en ai pas parlé. Ouais, c'est dommage parce que j'aurais bien parlé de sénégalette, mais bon, on en parlera plus tard. Eva, je crois que tu as j'allais parler de coup de cœur, n'importe quoi. Pas du tout. Je sais que tu n'as pas parlé d'un truc dans la voiture, donc peut-être que tu peux. Je vais toujours pas vous parler de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Qui est un petit roman très très mignon, petit roman japonais très poétique qui parle en fait d'un petit café au Japon, je ne sais plus exactement dans quelle ville, où on peut s'installer à une place précise et retourner dans le temps. Mais il y a beaucoup de règles à respecter. La première étant que... La première étant, c'est qu'on ne peut pas modifier le passé pour autant. C'est-à-dire qu'on peut retourner à un moment du passé où on était dans ce café, assis à cette table, pour avoir une discussion avec quelqu'un avec qui on était, par exemple, ce jour-là à table. Voilà. Mais ça ne changera rien, ça n'influencera pas sur le présent, premièrement. Deuxièmement, il faut rester le temps que le café soit encore chaud. Et dès que le café commence à refroidir, il faut absolument revenir dans le présent et mettre fin à tout ça, au risque de rester bloqué dans le passé et de devenir un fantôme, en fait. Et d'ailleurs, ça fait partie, c'est ce qui aussi implique la troisième règle, qui est que il y a une personne qui occupe déjà cette place dans le café et qui ne se lève jamais ou quasiment jamais. Elle se lève qu'une seule fois par jour pour aller aux toilettes. Et cette personne-là est justement une personne qui est restée bloquée dans le passé et qui est un fantôme qui occupe cette place et qui ne part pas. On peut venir la frapper, la pousser, rien, et il ne se passera rien, elle ne partira pas. Voilà. Et puis une autre règle, il y en a plusieurs des règles, mais de celle dont je me souviens, c'est que quand on est dans le passé, on ne peut pas se lever de sa chaise, par exemple. Il faut absolument qu'on reste sur cette chaise, qu'on ne bouge pas. Et voilà. Et en fait, toutes ces règles-là font que beaucoup de personnes se découragent, en fait, ne veulent plus forcément y aller parce que ça n'est pas intéressant. On peut aussi aller dans le futur, mais pareil, ça implique de prendre rendez-vous avec une personne dans le présent et lui dire on se retrouve dans tel temps, à ce café, à cette place. On ne sait pas s'il y aura un désistement, on ne sait pas si le café existera toujours, etc. Donc voilà, chaque mini-chapitre est une histoire différente ça peut être par exemple une femme qui a perdu son mari et qui veut revenir le voir. On peut avoir un amant avec sa copine. On peut avoir quelqu'un qui regrette ses paroles ou qui regrette d'avoir dit ou pas dit une certaine chose à quelqu'un ce jour-là. Et c'est plus des personnes qui vont revenir dans le temps pour se débarrasser d'un poids ou juste dire ce qu'elles avaient sur le cœur à ce moment-là ou juste ne plus avoir de regrets, même si elles savent que ça ne va pas influencer le présent. Et je trouve que c'est extrêmement beau, c'est très émouvant. C'est un petit roman vraiment. Il y a 3 livres. Donc le premier c'est le Tant que le café est encore chaud. Le deuxième je crois que c'est le café, je ne vais pas dire de bêtises, des temps retrouvés, quelque chose comme ça. Et je me souviens plus du troisième, je l'ai pas encore lu. Voilà, je dis pas de bêtises, mais en tout cas le premier, Tant que le café est encore chaud. Je vais pas vous en parler, mais franchement très 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 mignon comme livre. Okay. C'est dommage, pareil, j'en aurais bien parlé, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci de ne pas avoir parlé de tout ça. Je vais mettre un petit jingle avant la fin. Si on fait un petit récap sur les chroniques dont on a vraiment parlé, donc Eva, tu avais commencé donc avec FF7 Rebirth, Ailey nous a parlé du K-drama et Manoa Marry My Husband, et enfin Célia, la BD Le Château des Animaux. Merci encore pour vos chroniques. On va faire un petit tour de table pour savoir où vous retrouvez sur les différents réseaux sociaux. Ailey, on va commencer par toi, à part dans les restos partout dans Paris. Aussi au cours de Shuffle. Non, je rigole. Aussi. Hello Ailey sur Insta et sur Twitter. Très bien. Célia. Celbeb, CELBEB sur Insta et Twitter. C'est le beb, j'ai fait le mettre dans l'intro. J'en ai cousse. Voilà, merci. Et enfin, Eva. Moi, je suis la relou qui n'est pas le même Insta que Twitter. Donc, Instagram, ça va être silly_turtle et Twitter, ça va être exav_t.
Ok. Ou Eve Aventure sur Instagram. Ou Eve Aventure, oui. Même d'organiser vos vacances tout seul. N'hésitez pas. Bon, on va faire un petit jeu quand même, c'est le tu préfères. Alors, est-ce que tu préfères acheter un ticket de métro parisien à 4 € pendant les JO et risquer de te retrouver collé à des pickpockets, ou ferme comme Rekma, Pims ou Benjamin L et donner quelques euros sur notre Patreon parce que tu aimes le contenu, les contenus de nos créations podcastiques. En tout cas, dans la description, tu trouveras un lien vers le site de la RATP, de notre Patreon, pour faire ce qui te semble être le plus judicieux. Et j'ai aussi une question, et merci pour vos soutiens, bien évidemment, à ceux qui le font, et merci d'écouter. Si vous ne soutenez pas, c'est déjà très bien. Donc, la question subsidiaire, bien évidemment, combien de lettres trouve-t-on dans le prénom de la fille de Célia? Ça dépend. Alors, dans le prénom de sa fille. Prénom de ma fille. Dans le prénom de sa fille. Il y en a 5. Et il y en a 5. Comme les 5 étoiles que vous allez laisser. Très bien. Et le petit commentaire pour dire que c'est génial. Ou au pire 5 étoiles et vous dites que c'est de la merde. Mais tant que vous mettez 5 étoiles. Mais on ne vous en parlez pas, quoi. Voilà. Vous pouvez dire j'en parlerai pas, mais je mets 5 étoiles. C'est très bien. Ou vous pouvez vous abonner, bien sûr, sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, ce que vous voulez. Je ne sais plus si encore Google Podcast ou autre. Mais bref, écoutez-nous partout où vous voulez, où vous pouvez. Et puis, on se retrouve le mois prochain, le temps que je retrouve le petit bouton. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, je dois baisser le volume, appuyer sur ce petit bouton-là. Et c'est là où on parle doucement pour conclure ce podcast et se retrouver dans un mois. Vous pouvez encore parler, si vous voulez. Ok. Bisous tout le monde. Bye bye. On va aller manger. Oui. On peut aller manger, c'est vrai que Ça m'a donné faim. Grave. C'est des galettes. On va aller chercher je suis des chaud de galettes. ouf. J'ai ultra faim. J'ai trop envie d'y aller. Fin de transmission.